الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui La philosophie sociale en islam. Mais existe-t-il vraiment une philosophie sociale en islam ou même une philosophie sociétale? Peut-on bâtir sur la base de ce qu'ont vécu les musulmans essentiellement à la période de la prophétie ainsi que durant celle du califat éclairé, le Khilafah al-Rashida, un modèle de société typiquement musulman? Nous avons, pour répondre à ces questions avec nous ce soir, M. Msaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et professeur Issa Belmeki. Je commencerai par vous, M. Boujnoun. Alors, existe-t-il un modèle typique ou un modèle typiquement musulman, quelque chose qui n'a trait qu'à l'islam, quelque chose que seul l'islam a apporté? Peut-on vraiment parler de politique sociale ou de philosophie sociale? Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, avant de poser cette question, il faudrait poser une autre question. Qu'est-ce que l'islam? L'islam est-il une pure spiritualité qui s'occupe des affaires de l'au-delà, uniquement, c'est-à-dire une religion typiquement vouée à l'adoration, à la méditation, comme c'est le cas pour certaines philosophies, notamment asiatiques comme l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Ou est-ce une religion qui est aussi bien adoration qu'action? Donc l'islam fait partie de la deuxième thèse. Il y a un verset du Coran qui, à mon avis, résume tout cela. C'est le verset où Dieu dit ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort. Voilà, ma mort appartiennent tous à Dieu. Voilà. Donc, c'est ça justement l'islam. Il est religion et État. Il est spiritualité et temporalité, si on veut. Donc, il y a un grand penseur de l'islam, que Dieu ait son âme. Il s'agit de Nejmuddin Bamat, qui a écrit un jour le spirituel et le temporel sont intimement liés en islam. Et le jour où il y aura séparation entre eux, ce ne sera plus l'islam, ça sera plus la civilisation de l'islam, ça sera une autre civilisation, une autre religion. Donc, et de là, si on dit que l'islam est religion et État, et spiritualité et temporalité, donc il y a forcément une philosophie politique, une philosophie sociale, une philosophie économique, une philosophie culturelle, etc., etc. Donc, oui, je répondrai à votre question en disant oui, l'islam a une philosophie sociale, une philosophie sociétale. Et si on étudie les textes fondateurs de l'islam, que sont le Coran et la Sunna, en plus des versets purement spirituels qui appellent à l'adoration de Dieu, à l'unicité de Dieu, à la prière, au pèlerinage, c'est-à-dire les actes cultuels purement spirituels. Il y a des dizaines, voire des centaines de versets qui parlent justement de ce qu'on appelle en islam le mu'amalat, c'est-à-dire les relations sociétales. Et ces relations sociales en islam, l'islam met l'accent à ce sujet, notamment en parlant de la famille,
La famille, ensuite qui, le qui est la cellule, négoce, voilà, oui. qui est la cellule, la première cellule de la société, qui est la famille. L'islam insiste beaucoup sur l'unité de la famille, sur la cohésion de la famille, et sur le respect entre les membres de la famille. Nous avons aussi les relations qui doivent exister entre les voisins. Les voisins qui sont aussi les voisins dans un quartier qui sont une de nombreuses cellules de la société. Vous savez, une ville, elle est formée de quartiers, de quartiers. Donc, l'islam met beaucoup l'accent sur les relations qui doivent exister entre les relations de respect qui doivent exister entre les voisins. Et aussi, l'islam met l'accent aussi sur le civisme dont doit s'imprégner chaque musulman tout au long de sa vie, notamment même des choses qu'on peut considérer entre guillemets peut-être comme futiles. Par exemple, le hadith qui dit celui qui déplace un petit obstacle de la route des gens. La foi, elle est composée de 160 ou 170 branches. Exactement, branches. La plus haute est la profession voilà, de foi et la dernière. La plus inférieure, la plus basse, c'est d'enlever. De la voie publique, ce qui peut gêner les passants. Exactement. Oui. Par exemple, le hadith qui dit un sourire à la face de ton frère est une bonne action. Donc tout ça contribue à créer des relations sociales entre les membres de la société et partant à créer une philosophie sociale qui elle, détermine les relations entre les gens et contribue à former une société saine, une société qui vit en symbiose dans une symbiose totale entre les membres de la société et même vis-à-vis de comment dirais-je de l'entourage par exemple l'écologie. Le respect de la nature, le respect de l'environnement, etc., le respect des animaux, c'est-à-dire la faune et la flore. Donc tout ça nous donne des éléments cohérents et sérieux sur l'existence d'une philosophie sociale authentique en islam. Très bien. Alors, comme l'a si bien dit M. Belmki, nous avons dans le droit musulman, dans le droit canon, où ce qui est considéré par le musulman lambda comme des choses faisant partie, on va dire, intrinsèques de la religion, c'est le cas certainement, mais des choses qui font partie de la religion, mais qui nous maintiennent dans la réalité, dans le contexte du monde d'ici-bas. Fiqh al-mu'amalat. L'appellation elle-même, fiqh al-mu'amalat, ça veut dire connaissance de ce qui sied ou de ce que devraient être les relations entre les gens à différents niveaux. Qu'est-ce réellement qu'une philosophie sociale ou qu'un modèle sociétal de l'islam? Il faudrait peut-être mieux définir d'abord en général. Il va falloir décortiquer un peu ce que c'est que la philosophie sociale. C'est un concept contemporain qui a vu le jour à travers les travaux de Jean-Jacques Rousseau. Dans le contrat social. Dans le contrat social. Donc en France, 17e, 18e siècle. Oui, mais pardon, justement, parce que là, moi, quand vous me parlez justement de ça, Rousseau et le contrat social, quand je lis Rousseau et son fameux contrat social, on a l'impression que c'est un penseur qu'on a ramené d'une autre planète et qui parle au français. Parce que l'essence même, la matière même du contrat social n'a rien à voir avec la France. C'est-à-dire que lui, il a initié un travail intellectuel qu'on peut appeler philosophie sociale. D'accord. Dans son contrat social. Il n'a pas été précédé par les musulmans en cela.
honnêtement. Ah, ça c'est un autre débat, hein. Mais, D'accord. j'ai dit, le terme philosophie sociale est un terme contemporain qui est apparu d'après les analystes qui traitent de ce sujet en France, 17e, 18e siècle. Mais qui s'est achevé aussi en France avec Auguste Comte. Donc, ce concept de philosophie sociale en France a relativement une durée de vie assez courte. Mais les adeptes d'Hegel et de Marx en Allemagne, Là, nous sommes dans la dialectique matérialiste. oui, alors les Hegeliens et les marxistes ont repris le flambeau en Allemagne et il y a plein d'écoles de Oui. philosophie sociale en Allemagne qui pullulent. Et ils sont même à l'avant-garde actuellement, avec des philosophes comme Jürgen Habermas, par exemple. Oui. Seulement, ce concept de philosophie sociale, c'est quoi exactement? Qu'il soit français, allemand ou autre. Entre parenthèses, il faut signaler qu'il a disparu en France à cause du modèle étatique républicain français, ce qu'on appelle le républicanisme. C'est devenu un isme. Donc c'est la forme d'État de la France qui n'a pas permis à la philosophie sociale de se développer et de devenir pérenne. Mais ce n'est pas le cas en Allemagne, donc c'est en train vraiment de proliférer. Alors c'est quoi cette philosophie sociale? La philosophie sociale, elle traite de domaines qui touchent à la sociologie et aux sciences sociales, c'est-à-dire l'économie, le droit, la politique et tout ce qui s'ensuit. Pour revenir à l'islam, est-ce que dans l'islam, il y a eu tout ça? Est-ce qu'il y a un effort de pensée qu'on puisse appeler philosophie de l'islam? C'est là la question. C'est là la première. Hein. La première question, oui. Alors, revenons au terme philosophie. Le terme philosophie est un terme grec qui a été arabisé, falsafa. Mais le mot coranique pour ça, c'est quoi? C'est le hikmah. La sagesse. La sagesse. يؤتي الحكمة من يشاء. Vous voyez la différence fondamentale. L'étymologie grecque suggère l'amour et la recherche de la sagesse, mais le contexte coranique, il suggère un paradigme de sagesse, hikmah. Donc c'est là toute la différence entre les processus de théorie en Occident et les paradigmes qui sont des modèles idéaux. Un paradigme, c'est un modèle idéal. C'est exactement, en islam, c'est exactement la définition de Platon. Un paradigme, c'est un modèle, une forme idéale à laquelle tout le monde doit se conformer. Donc c'est un cadre mental pour les penseurs, un cadre comportemental pour la vie sociale, etc. Alors l'islam, justement, il est plein de paradigmes. Mais est-ce que les musulmans ont su lire et appliquer ces paradigmes? Là est la question. Parce que quand on revient à la phénoménologie de l'esprit qu'on appelle philosophie, en islam, on se rend compte que la philosophie est apparue dans le monde musulman entre le 9e et le 12e siècle. Mais c'était surtout des querelles entre philosophes. Il n'y a jamais eu d'études pratiques et d'application pratique de cette philosophie. Par exemple, la querelle entre le Ghazali et Ibn Rushd. Oui. etc. L'avicénisme, ce qu'on appelle l'avicénisme, c'est-à-dire la philosophie d'Avicenne, elle a été pratiquement appliquée entièrement, sans réserve par l'Occident, mais le monde musulman n'en a retenu que Al-Majest, c'est-à-dire le livre de médecine d'Avicenne. Donc c'est là la question fondamentale. Est-ce qu'en islam, il y a une philosophie sociale? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une pensée à ce propos en islam? À mon humble avis, non. Parce que jusqu'à présent, la société musulmane, globalement parlant, bon, on ne rentre pas dans les détails des pays qui forment le monde musulman. Chaque pays a ses particularismes, ses spécificités, etc. Mais le fond commun, est-ce que, par exemple, les commandements et les recommandations de l'islam sont appliqués de façon volontaire ou... Ça, c'est une autre paire de manches. Oui, Voilà, et c'est ça ce qui fait justement, c'est ça ce qui fait la construction de la société. Alors, déjà, quand on s'en tient au terme philosophie, on doit le considérer sous deux angles. La philosophie de la morale et la philosophie de l'action.
Les deux se trouvent en islam. Mais bien peu de gens ont pu en faire la lecture. Par exemple, la philosophie de la morale, c'est l'akhlaq. Par exemple, l'asha min arafa qadrahu. Tout ce qui a été dit à propos, par exemple, de piété filiale, etc. Mais l'application dans la vie réelle de ces préceptes, de ces paradigmes, est embryonnaire, pour ne pas dire disséminé dans l'espace et dans le temps. Alors, si on faisait une lecture des modèles de philosophie sociale qui ont couvert un peu l'histoire de l'Antiquité à nos jours. Nous avons par exemple le modèle platonicien, qui est idéaliste et qui est communiste. Il est communiste, il n'est pas individualiste. Pourquoi communiste? C'est pas le communisme. C'est pas le communisme marxiste. Oui. C'est le communisme idéaliste. Oui. C'est l'idéalisme communautaire. Le modèle, par exemple, stoïcien, des stoïques, c'est un modèle romantique qui est basé sur la vie naturelle, l'égalité absolue entre tous les individus, même hommes et femmes. Ça, c'est un modèle de philosophie sociale développé par les stoïciens, l'école stoïcienne. Nous avons par exemple l'école marxienne, je dis marxienne, pas marxiste, parce qu'il y a une grande différence entre les idées marxiennes, la philosophie de Marx, et les marxistes, c'est-à-dire ceux qui en ont tiré des idéologies. Par exemple, quand Marx parle de la dialectique matérialiste, donc le matérialisme de l'histoire, ceux qui en ont fait la lecture en ont déduit des idéologies. Et l'idéologie, ce n'est que la vision du monde d'une partie de la société. Ce n'est pas une vision universelle. Et c'est souvent les plus forts qui imposent leur vision. Comme c'est le cas actuellement. Comme c'est le cas actuellement. Oui. Donc, nous avons le modèle platonicien, le modèle stoïcien, le modèle marxien, et nous avons le modèle de la Chine antique de Confucius. Et c'est le modèle le plus proche du modèle sociétal musulman en islam. Confucius prône la morale absolue. Et c'est l'application de Asha min arafa qadrahu. Par exemple, toutes les composantes de la société sont tenues à respecter la morale dans leur domaine. Par exemple, le chef, le roi, le chef, le président, doit avoir comme vertu la bonté, par exemple. L'enfant doit avoir comme vertu la piété filiale. Les parents doivent avoir leur vertu aussi. Chaque classe sociale a ses propres vertus et doit s'en tenir. Et c'est ça le modèle musulman. Donc il y a un modèle musulman. Mais il n'a jamais attiré l'attention et il a été toujours livré aux conjonctures de l'histoire. C'est ça le problème des musulmans. Vous savez, justement, parce que ce serait grave si une grande religion comme l'islam n'a pas une philosophie. Et le modèle de Confucius, il est applicable dans la cellule familiale, dans le quartier, comme vous dites, et en islam, le quartier, le jar, c'est 40 cellules familiales. C'est 40 cellules familiales. 40 maisons de part et d'autre. Oui, exactement. Donc ça nous fait 40 maisons par rayon. Oui, c'est ça. Donc 4 x 4. Donc déjà on voit... C'est ce qui fait en langue arabe classique, al-hawma. Voilà, ce que nous appelons l'yom al-hawma. Exactement. Et alors, nous avons la cellule familiale, qui n'est pas individualiste, parce qu'on aurait peut-être la tentation de dire la cellule familiale est composée d'individus. Dans la cellule familiale, les individus ne sont pas individualistes, parce que le modèle musulman n'est pas individualiste. Il n'est pas non plus communiste, communautariste. Communautariste, c'est ça. La communauté est acceptée si elle ne gêne pas la composante générale de la société globale. Il n'y a pas de conflit dans le modèle sociétal musulman entre l'individu, la société et l'État. C'est ça justement une des particularités de cette philosophie de l'islam social. Les Grecs, les anciens Grecs disaient que l'homme est la mesure de toute chose. Ouais. Donc tout est basé sur l'homme. Et d'où, comme on le sait, la philosophie actuelle occidentale, elle découle de l'ancienne civilisation gréco-romaine. C'est clair. C'est clair. Donc cet égoïsme, cet individualisme que l'on voit aujourd'hui en Occident, cet intérêt
vraiment accru, donné à l'homme en tant qu'homme. Et vous voyez, vous voyez actuellement les aberrations, les déviations qu'on observe aujourd'hui en Occident. Donc l'homme en tant qu'homme, il a tous les droits et il peut faire tout ce qu'il veut. Contrairement au système communiste, où l'homme est quasiment inexistant face à la société face à la communauté. Et en islam, justement, il y a cette symbiose dont vous parliez tout à l'heure, cette symbiose entre l'individu en tant qu'individu et la société en tant que société. Aucun d'eux ne transgresse les droits de l'autre. Par exemple, si on avait dans l'intelligentsia musulmane un Bacon ou un Locke, ils auraient mis en évidence le fait qu'il n'y a pas de conflit entre l'individu, la société et l'État en islam. Il n'y a pas de conflit. Mais, normalement. Normalement, oui. Je parle de l'islam. L'islam, pas l'islam... Non, parce que, s'il vous plaît... Parce que, pardon, en Occident, la relation est conflictuelle. Il y a toujours prédominance d'un côté sur l'autre. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que s'il n'y a pas, à proprement parler, c'est-à-dire un travail intellectuel qu'on pourrait appeler philosophie sociale en islam, il y a une application spontanée et réelle d'un modèle sociétal bâti sur des paradigmes, pas sur des théories. Parce que les théories, vous savez, elles se détruisent les unes les autres. Hein. Chaque théoricien... Se contredisent aussi. Elles se contredisent, elles s'entrechoquent, elles se détruisent, etc. En islam, il y a des paradigmes. Et les paradigmes, il n'y a que Dieu qui puisse les changer. Ça s'appelle nasr. Un paradigme est toujours véhiculé par une ayah, un verset. Abrogation. Un verset. Et il n'y a que Dieu qui puisse abroger le verset. Mais il a dit, quand on abroge un verset, donc un paradigme, on le remplace par un équivalent ou un meilleur. Voilà. Là, vous allez vers des horizons un peu qui dépassent pratiquement tout ce que... la conception même du musulman lambda actuel. C'est clair. Moi, je ne parle pas de paradigme là. Moi, quand je lis ce verset, il est question de droit juridique, de droit canon. Une recommandation, une injonction a été abrogée par une autre. Point barre. Je ne vais pas chercher plus loin. Mais quand on parle de paradigme actuellement, il y a un modèle, tout à l'heure je vous ai parlé de Jean-Jacques Rousseau, de ce qu'écrit Jean-Jacques Rousseau qui est en parfait déphasage avec l'esprit français de l'époque, l'esprit français de la Révolution française, l'esprit français d'avant la Révolution française. Vraiment, on a l'impression que Jean-Jacques Rousseau a été parachuté en quelque sorte pour ouvrir une voie nouvelle. Tellement ce qu'a dit cet homme il était précurseur, qu'on le veuille ou non. Il était beaucoup en décalage et en avance par rapport à la France de son époque. Je dis cela parce que quand des gens disent haut et fort que voilà, ce qui existe dans le Coran lui-même, c'est un amalgame de recommandations divines, de recommandations religieuses, et on a voulu en faire quelque chose d'hyper structuré. Moi, quand je parle de philosophie sociale, est-ce qu'il y a un modèle qu'ont connu les musulmans qui n'est pas utopique tel que la démocratie ou tout autre modèle, qui a fait ses preuves, qui a connu l'histoire, qui a fait circuler, marcher une société entière sur ces valeurs véhiculées par l'islam? Là, c'est une question très pratique. Oui, nous avons parlé de l'époque des califes bien guidés, Khulafa ar-Rashidin, notamment le califat de Omar ibn Khattab qui a le plus duré dans le temps, où il y avait vraiment une société
très cohérent, très équilibré, très structuré, à titre d'exemple, nous avons il faudrait des émissions et des émissions pour parler justement de ce qu'a fait Omar Khattab en tant que réalisation. Et vous connaissez tous l'exemple de la fameuse déclaration d'Omar Khattab qui figure actuellement sur le fronton, je sais pas, de l'ONU, je pense. dans l'ONU ou d'une C'est la institution. lettre, في القضاء, dans le, oui. في القضاء et aussi dans la justice entre les citoyens. متى استعبدتم الناس. Depuis quand avez-vous réduit les gens à l'esclavage? Alors que leurs mères les ont mis au monde. Exactement. Il y avait une société à cette époque-là, où les musulmans vivaient en parfaite symbiose entre eux-mêmes et même avec les autres adeptes d'autres confessions. Donc, si il y a eu dans l'histoire des exemples concrets d'une société musulmane où ces principes de l'islam, sociaux de l'islam, étaient appliqués à la lettre. Spontanément. Exactement. Donc en islam, il est plus question de modèle sociétal que de philosophie sociale. Pourquoi? À supposer que la philosophie n'existait pas à cette époque, on parle justement uniquement pour parler le langage actuel, c'est tout. Ce qui est de la philosophie de la morale, Voilà. c'est laissé aux théologiens. Donc c'était plutôt spéculatif. C'était un développement spéculatif de paradigmes véhiculés par les textes fondateurs. Mais ce qui concernait la philosophie de l'action, c'était appliqué spontanément. Et c'est comme ça que le modèle sociétal musulman est né. Parce que ça découle de la foi du musulman, de sa personnalité. Oui. Donc ça n'exigeait pas un travail intellectuel, philosophique, une pensée philosophique pour théoriser et pour imaginer un modèle quelconque et essayer de l'appliquer. C'est ça la grande différence entre le monde musulman et le reste du monde. Quand vous dites cela, moi, ça me suggère quelque chose. Oui. Désolé. C'est que quand vous dites que c'était spontané, c'est tout à fait normal et même plausible parce que ça a un rapport direct avec Dieu, avec ce que Dieu souhaite de nous. Oui, le musulman, il est théocentrique. Il est théocentrique de nature. Le problème est que ce modèle... Maintenant, pourquoi ce modèle n'a-t-il pas duré? Parce que ce modèle, c'est l'affaire de tout le monde, de l'individu, donc du citoyen, de la société et du gouvernant. Vous avez parlé d'Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il a laissé de véritables constitutions, des sétirs, Omar. Il a laissé des sétirs. C'était un calife constituant. Oui. Tous ces enseignements étaient constituants. Donc le problème, c'est que les califes bien guidés ils avaient une telle envergure qui a été masquée ou occultée par les problèmes de lutte pour le pouvoir qui ont vu le jour après. C'est ça. Et malheureusement, à partir de Muawiyah. L'expérience califale a été brutalement arrêtée. Et c'était l'avènement de la monarchie. Donc, qui dit monarchie dit l'obéissance au monarque. Et depuis ce jour, le problème numéro un des musulmans... Il n'y a plus de citoyens, mais de sujets. Le problème numéro un du musulman, c'est le problème du pouvoir. C'est ça. Ce n'est plus un problème de modèle sociétal, ce n'est plus un problème de philosophie sociale, mais un problème de pouvoir et de gouvernance. C'est ça le problème. C'est pratiquement à cette période que des gens ont pratiquement inventé siyasa shar'iyya. On a commencé à parler de politique licite. Et le problème, c'est que, puisqu'actuellement, on vous parle du vote, par exemple, le scrutin universel, beaucoup vous disent haram, non, parce que ça a été le seul argument, ça n'a pas été fait par le prophète. Ce qu'a fait Omar ibn Khattab, avant même de laisser le pouvoir, au moment même où il allait quitter ce monde, ce qu'a fait
Abu Bakr as-Siddiq avant lui. C'était un vote, pratiquement. C'était un vote. Ça n'a pas été fait par le prophète. Non, le califat justement de Uthman ibn Affan a été fait sur la base d'une consultation de tous les habitants de Médine. On allait leur demander. On allait leur demander leur avis, mais y compris chez eux. Oui. Même les femmes ont été consultées à cette époque-là, disent les historiens. Oui. Donc, ce qui n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de le faire. D'ailleurs, lui-même le dit, nous avons cité ce hadith référence des centaines de fois. Vous savez, au début, durant la période califale, 29 ans, même pas 30 ans, ça n'a pas duré 3 décennies. La société était bâtie sur des formes idéales, des cadres mentaux, des formes idéales auxquelles tout le monde se conformait. Et si on jugeait par les résultats, à travers les résultats obtenus par cette société, on verrait très bien que cette société peut exister, peut fonctionner. Par exemple, on prend le modèle économique, parce qu'on a vu au début que la philosophie sociale traitait de tout, même des sciences sociales, c'est-à-dire l'économie, le droit, etc. Le modèle économique qui existait durant la période califale. Je dis bien la période califale, parce qu'après, il n'y avait plus de califat. Alors, prenons par exemple le modèle économique de la société durant les 4 califes bien guidés. C'est un modèle économique qui n'existe plus, mais qui a existé et qui a fonctionné. C'était le seul modèle économique où l'économie ne produisait que la richesse. Ce n'est pas comme l'économie aujourd'hui. Elle produit la richesse, en même temps la richesse et la pauvreté, c'est-à-dire le malheur. Et c'est pour ça que Thomas Carlyle a dit que l'économie, c'est une science néfaste, ilmun mankoud, parce qu'il produit la richesse, en même temps, elle bousse. Et plus la pauvreté que la richesse. Voilà, beaucoup plus. Donc le modèle économique dans la société musulmane, dans le modèle sociétal musulman, le modèle économique ne produit pas de bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a la zakat, c'était une économie concertée. Vous avez parlé de concertation. Dans tous les niveaux de la société, il y a consultation. Même les opérateurs économiques se consultaient. Et consultaient leur clientèle supposée. Ils consultaient les dirigeants. Il y avait consultation globale. Ça, c'est un paradigme idéal, une forme idéale à laquelle tout le monde se conformait. Donc ça a influé les modèles économiques, le modèle social. Par exemple, dans la société califale, durant la société califale, il n'y avait pas de chômage. Pourquoi? Parce que le chômage était très mal vu. On voyait d'un très mauvais œil quelqu'un qui ne travaillait pas, donc qui était une charge pour la société. Oui. Et une charge pour la société, c'est un danger. Il est porteur de danger, il est porteur de vices. L'oisiveté est mère de tous les vices. La société musulmane, le modèle sociétal musulman, produit la vertu, pas le vice. Donc il rejetait tout ce qui est producteur de vices. Donc le modèle sociétal musulman a bien existé. Et nous avons eu un prototype. Seulement, on n'a pas pu, parce qu'on n'a pas voulu continuer ce modèle. Les Omeyyades ont pris le pouvoir, tout le monde sait comment ils l'ont fait. C'est pas du tout un califat. Non, c'est devenu... vers 750. Les musulmans sont devenus des sujets. Oui, pratiquement. Vers 750, les Abbassides. Voilà. Ils ont profité d'une petite guerre civile. Ils ont fait un putsch, ils ont renversé les Omeyyades. Les Abbassides ont été, comment dire, dénudés, littéralement dénudés de leur pouvoir politique par les Bouyides, qui était une dynastie perse, etc. Donc, quand on court derrière le pouvoir et on oublie le modèle sociétal, c'est ça le résultat. Donc les musulmans aujourd'hui, au lieu de philosopher sur un modèle de philosophie sociale, ils ont intérêt à revenir à leur modèle. Le modèle à travers lequel ils avaient une position noble dans cette humanité et que l'histoire a enregistrée. Au corps défendant de tout le monde. Donc c'est ça. En islam, à mon avis,
il n'y a pas de philosophie sociale dans le sens philosophique de l'Occident, parce que pour nous, la philosophie, c'est la hikma, c'est pas son amour ou sa recherche. La hikma n'est pas livrée aux penseurs, aux théoriciens. Elle est là et Dieu la donne à qui il veut. Il faut la mériter. Yu'ti al-hikma man yasha. Donc, le hikma, la sagesse, d'où découle un modèle sociétal, c'est ça notre modèle. On n'a pas à imiter une civilisation quelconque parce que nous avons dans les composantes de notre civilisation tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour... Il y a des référents, oui. Maintenant, quand on analyse la société musulmane de Tanger à Jakarta, mis à part, je mettrai de côté les Indonésiens et les Malaisiens, mais bon, je n'irai pas dans l'absolu, là aussi. Les peuples qui constituent cette Ummah islamia, sont-ils prêts justement pour un modèle tel que cela a existé à l'époque? Là, vous savez, comme pour paraphraser le professeur Benessa, le problème actuel, c'est un problème de pouvoir. Et donc, comme en islam, tout est lié, donc il est quasiment impossible de revenir à une forme de société musulmane si a priori le pouvoir n'est pas en adéquation avec les principes de l'islam. Parce que, vous savez, le monde musulman actuellement, il est tiraillé entre vous savez, des républiques, des... Nous sommes plein pied dans le matérialisme dialectique. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai, parce que le modèle idéal, il est inversé par le modèle technologique et matériel. C'est ça le problème. Parce que dans le modèle marxien, je dis bien marxien, la conscience de l'individu, elle est intrinsèquement subordonnée aux valeurs de son environnement social. Et ces valeurs sont tout le temps matérielles. Donc sa conscience devient matérialiste. Mais dans le monde musulman, non. D'ailleurs, l'exemple qu'a donné... Pardon. Juste une minute. Justement, parlons de la philosophie confucienne. Actuellement en Chine, cette morale de Confucius, elle est appliquée à la lettre. Oui, et depuis des années. Oui. Surtout durant les cérémonies Exactement, depuis des années. L'exemple qu'a donné Oustaz Skat est très, très bon. L'Indonésie et la Malaisie. Pourquoi ils ont obtenu ce résultat très positif? Leur but, c'est de créer une société où tout le monde peut vivre avec ses référents identitaires. D'autant plus qu'ils en ont beaucoup. Oui, dans l'un est l'islam. Alors, comment ils ont résolu le problème du référent identitaire qu'est l'islam? Ils se sont dit, on choisit une école juridique, Shafi'iyya. La théologie, on prend l'Ash'ari parce que c'est le seul. Il était mu'tazili avant, donc rationaliste. C'est le seul théologien qui allie et qui équilibre le rationalisme avec la foi. Et la pensée politique, sociologique et politique, Malk Ben Nabi. Donc ils ont fait ce choix. Ils ont fait ce choix. Ce n'est pas dans le but de créer un État islamique. Vous savez le nombre de... Non, pour eux... C'était pour vivre en harmonie avec l'un de leurs référents identitaires. On a l'impression avec les Malaisiens et les Indonésiens qu'ils ont voulu tout simplement vivre en phase avec Dieu. Voilà. Avec leur référent identitaire. Voilà. Et ils se sont trouvés en symbiose avec les principes de l'islam. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé durant le califat. Sans labellisation, sans appellation. Sans le crier sur les toits. Voilà. Je vis ma vie telle que je le conçois. Voilà. Malaisie actuellement, en parlant de programme d'éducation, la Malaisie actuellement est en train d'exporter de la science. Ah oui, tout à fait. Même vers les États-Unis. Tout à fait. Singapour aussi, où il y a beaucoup de musulmans. J'étais sidéré par les branches que l'on peut étudier dans une université indonésienne ou malaisienne et qu'on ne peut pas étudier, par exemple, aux États-Unis. C'est grave. Je dis c'est grave par rapport à nous, musulmans. Mais c'est terrible.
Pourtant, la société en Malaisie, malaise, c'est une société vraiment multiethnique. Oui. Même sur le plan confessionnel. Oui, Il y a des bouddhistes qui adorent leurs idoles, ça ne dérange personne. Exactement. Même en Indonésie. Oui. En Indonésie, à Bornéo et dans certaines régions. Oui, c'est le truc primitif. Donc nous sommes, comme l'a dit Oussech Kat, dans une situation, nous sommes dans une ornière. Maintenant, on est obligé de faire un travail intellectuel, donc de philosopher. Là, on est obligé de philosopher. Parce qu'avant, nous avons un modèle, un prototype, qui a été précédé par l'état prophétique, donc, et puis l'état de transition, un modèle, un prototype à suivre, mais on l'a perdu. Et on a pris beaucoup de distance. On s'est égaré dans les arcanes de l'histoire. Donc, aujourd'hui, justement, on est obligé de sortir de l'ornière par le moyen d'un travail de réflexion. Un travail intellectuel. Voilà, c'est le titre de l'émission. On doit faire un travail de réflexion, c'est-à-dire mettre sur pied une philosophie sociale musulmane en islam. C'est incontournable et c'est inévitable. Sortir de tout. Parce que le monde musulman est tellement atomisé, tellement disloqué, qu'on ne peut pas compter sur cet élan spontané, cette pratique. Non, il faudrait du temps. Il faut que l'élite s'en mêle, mais qu'elle fasse un travail intellectuel et qu'elle mette sur pied une philosophie sociale musulmane. C'est la seule voie d'issue. Donc il faut que toutes les composantes sociales s'y mettent. Parce qu'on a parlé justement de volonté politique. Il faudrait savoir qu'en Malaisie, justement, c'est grâce à l'ancien Premier ministre, Mahathir Mohamed, que la philosophie de Malik Ben Nabi, que Dieu ait son âme, a été adoptée. Lui-même était un admirateur de Malik Ben Nabi. Il a adopté sa philosophie exactement. Et il a essayé de l'appliquer dans la société. C'était son modèle. Graduellement, bien sûr. Voilà, avec le résultat que l'on Quand vous voyez tous les livres de Malik Ben Nabi, par exemple, son expérience avec les frères musulmans d'Égypte, ce qu'il a écrit sur le Coran, le phénomène coranique, Shurut al-Nahda, les conditions de la Renaissance, etc. Donc un Mohamed Mahathir qu'on accusait d'être un peu dictateur sur les bords. Pas du tout. Mais lui, il pouvait se permettre d'être comment dire, un dictateur entre guillemets, parce qu'un dictateur c'est quoi? C'est quelqu'un qui dicte. Mais on peut dicter le bien comme on peut dicter le mal. Un dictateur qui dicte le bien, il est bienvenu. De Gaulle aussi a été accusé d'être un dictateur. Non, mais attendez, Mahathir, l'Occident a tout fait pour que Mahathir s'en aille. Et puis, on lui a posé une fois la question, on lui a dit comment se fait-il qu'il n'y a pas de tension, justement, politique chez vous? Il a dit parce qu'il n'y a pas d'opposition. On lui a dit, mais il y a une opposition. Il a dit, oui, mais quand vous donnez à chacun ses droits, il n'y a plus d'opposition. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a été on ne peut plus logique en termes de gouvernance. Lui, il avait comme qualité principale l'attribut que voulait Confucius pour le gouvernant. C'est-à-dire? C'est-à-dire la bonté intrinsèque et l'honnêteté dans la gouvernance. Oui, l'intégrité. L'intégrité, l'honnêteté. C'est ça la vertu qu'on exige d'un gouvernant. Un gouvernant dans la dialectique entre gouvernant et gouverné, on ne demande pas de piété filiale, on ne demande pas de pudeur, on demande l'honnêteté, l'intégrité et la bonté. Il les avait, donc il pouvait se permettre de dicter. Mais et encore, lui, il dictait le bien, il ne dictait pas le mal. Oui, Mahathir était comme ça. Périclès, dans le grand stratège d'Athènes, lui, il pouvait se permettre aussi d'être... c'était pas un dictateur, mais il pouvait se permettre. Un jour, une vieille femme l'a traité de tête d'oignon. Nous avons l'exemple d'Omar Khattab. Omar Khattab a été accusé même par certains compagnons d'être trop dur et trop... Mais il le faisait pour le... Périclès, il avait il nous reste quelques secondes. Allez, donc pour terminer...
il ne nous reste plus que des prières et donner un exemple nous-mêmes. Enfin, Inch'Allah, c'est ce il qu'on va falloir C'est ce décoller. qu'on espère. Donc, c'est un travail de tous et la mission, elle tombe sur les épaules de tous. Elle ne tombe pas uniquement sur les gens du pouvoir. Et Tout le monde est donc, concerné, oui, bien tout le sûr. monde est concerné et puisse Dieu nous aider justement à nous réveiller Oui, à prendre conscience, de Oui. tout ça. Mm. Nous à arrivons, reconstruire notre conscience. nous arrivons donc avec ces termes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.